On va maintenant donc débuter cette table ronde qui parle des modèles économiques pérennes à inventer. Je vais demander à Nadia Kamal de me rejoindre. Voilà, vous êtes directrice des filières technologie, santé, innovation chez Harmonie Mutuelle. Chara Louafi, vous allez me rejoindre aussi. Vous êtes directrice du fonds patient autonome chez BPI France. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Dorothée Camus, vous allez de l'autre côté. Vous allez prendre le micro au passage, comme ça vous l'aurez. Désolé, hein, j'ai un chat dans la gorge. Donc, vous êtes responsable accès au marché au SNITEM, le syndicat national de l'industrie des technologies médicales. Et puis Marie Pirottet, qui est présidente de Biosensi, qui est une entreprise qui propose une solution de télésurveillance prédictive à domicile pour les patients souffrant de BPCO. Ben, je vais vous donner la parole, Marie Pirottet, puisque vous avez développé cette solution. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Donc, Biosensi a développé une solution de télésurveillance prédictive pour les insuffisants respiratoires. Donc, on prédit les exacerbations BPCO grâce à un score qui est personnalisé pour le patient, qui est basé sur la mesure des signes vitaux, donc que sont la fréquence respiratoire, rythme cardiaque et taux d'oxygène dans le sang. Et ce score permet d'alerter les médecins, les professionnels de santé, en moyenne 4 jours et demi avant l'hospitalisation, donc l'exacerbation, dans 86% des cas. Donc ces quelques jours laissent le temps aux médecins d'adapter le traitement, d'anticiper la prise en charge. Et nos études en cours ont pour but de démontrer que ça permet d'éviter les hospitalisations ou à minima de diminuer leur durée et donc le nombre de jours d'hospitalisation. Alors, on vient d'avoir un exemple, mais je voudrais avec vous, Dorothée Camus, que l'on voit exactement ce qu'il faut entendre quand on parle de dispositif médical numérique. C'est un grand truc, là, une grosse boîte noire, mais il y a quoi dedans? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique et en fait, ça recouvre beaucoup de réalités. Alors, il n'y a pas de distinction officielle, de catégorisation vraiment très précise, mais en tout cas, on distingue les solutions numériques qui vont embarquer vraiment tout ce qui contient du numérique, qui n'est pas forcément du soin, mais qui est de la santé. On va retrouver notamment tous les services support pour les patients, éducation thérapeutique, enfin voilà, tout service qui intègre du numérique et de la santé, mais c'est très très large. Et puis, si on ferme un petit peu l'entonnoir, on va arriver vers le dispositif médical numérique en tant que tel, et qui lui a été défini dans la loi par l'article L162-48, je crois, du Code de la sécurité sociale. Dans le cadre du passage en droit commun de la télésurveillance, ça a été une occasion justement de préciser le cadre d'un dispositif médical numérique. C'est un logiciel. Un dispositif médical numérique, c'est un logiciel marqué CE, donc avec une finalité médicale. Et puis, on a aussi quand même du numérique dans les DM, sans forcément qu'on parle de dispositif médical numérique en tant que tel. Et là, on parle de dispositifs médicaux connectés ou intégrant du numérique. Je vais prendre un exemple qui n'est pas dans le respiratoire, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Les audioprothèses qui vont être réglées à distance, c'est un dispositif médical de compensation du handicap, mais une composante numérique qui permet un réglage à distance. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces deux dernières catégories que je viens d'évoquer, elles doivent avoir le marquage CE. C'est nécessaire parce qu'elles ont une finalité médicale. Et elles doivent aussi, si elles prétendent au remboursement, on en a parlé tout à l'heure, bénéficier d'un certificat de l'Agence du numérique en santé, là, qui est juste au-dessus, qui garantit voilà, la conformité à tous les critères d'interopérabilité, de sécurité, etc. Alors, Chara Louafi, on vient de voir ce qu'était le dispositif médical numérique. Est-ce qu'il existe beaucoup de modèles de santé numérique et avec quelle régulation? Je présume que ça doit être un peu comme dans les dispositifs. Il y a des régulations différentes selon les modèles de santé numérique. Oui, tout à fait. En fait, alors tout ça en fait se développe depuis à peu près 2017. Donc, et puis on est en train d'évoluer puisqu'il y a la prévention qui arrive, les solutions de prévention numérique. Ce sera toujours du DM numérique. Alors en termes de modèles, en fait, si on fait un zoom sur la partie monde curatif, on va segmenter comme ça. On va avoir des solutions en fait qui vont être très peu régulées parce qu'elles vont aider le médecin ou le professionnel de santé dans leur productivité. Et c'est vraiment, on va dire,
la première mission des solutions de numérique en santé. C'est de les aider dans les tâches quotidiennes, etc. Et notamment une tâche extrêmement importante, c'est le diagnostic. Pour le médecin, c'est toujours le médecin qui pose le diagnostic. En fait, ça va être des solutions d'aide au diagnostic, donc à base d'intelligence artificielle, de digitalisation, de choses comme ça, en fait. Mais c'est la partie la moins régulée. On a une partie qui va être plus régulée, en fait, si on rentre dans les thérapies digitales. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec une solution qui est Ludocare. Et donc là, en fait, ça va suivre un chemin un peu comme le médicament. En fait, c'est un remboursement. C'est un peu moins rude que le médicament, puisque le prix de toute façon sera beaucoup plus faible. Mais ce sont des solutions à très très fort impact qui vont aider en fait le quotidien des patients. Si on sort de la partie curative, on va dire, la partie, on va dire, suivie à domicile, etc., pour continuer à décharger, en fait, libérer des lits et décharger, en fait, l'équipe médicale. Donc, on rentre, en fait, dans un autre modèle économique qui est lié, en fait, on peut dire ça, télésuivi, télésurveillance à distance, et donc sur la base, en fait, de données collectées et système d'alerte qui vient apporter de la valeur. Donc, c'est ce que fait aussi Biosensi, encore un peu plus poussé, on va dire. Donc là, c'est un système qu'on appelle la télésurveillance, qui est donc un remboursement qui est lié à ça. Donc, c'est... voilà. Et puis, en fait, on peut aller au-delà du monde du curatif et on rentre, en fait, du coup, dans la prévention. Et on va retrouver, en fait, des espaces, en fait, où il n'y a pas du tout de régulation, et c'est un espace qui est important puisque les solutions de prévention numérique ont besoin en fait d'être entre les mains de citoyens qui ne sont pas encore malades, même en entreprise par exemple, pour on va tester les usages et en fait aussi générer de la donnée de vie réelle qui est une énorme valeur pour pouvoir en fait bien positionner les solutions de prévention numérique dans un parcours prévention futur. Donc là, ce n'est pas du tout régulé, parce qu'il y a besoin de cette donnée de vie réelle et à structurer les futurs parcours de prévention. Et puis, on peut rentrer aussi dans un autre monde qui est beaucoup plus régulé. Et c'est pour ça, en fait, que le challenge prévention a été lancé aussi, pour pouvoir justement, en fait, commencer à définir les chemins de remboursement de ces solutions, qui seront forcément en fait dans le domaine de la télésurveillance aussi, mais encore plus poussé, et c'est vraiment ce que fait Biosensi, hein, c'est l'étape, on va dire, supérieure, puisqu'il y a de la prédictivité qui est associée, il y a de la collecte de la donnée, mais aussi en fait des marqueurs de prédictivité pour justement participer, on va dire, à la survie, démontrer la survie en fait, et l'objectif c'est d'éviter en fait la dégradation d'un état de santé. Voilà, et on va voir comment tout ça est financé autour de cette table ronde. Peut-être un mot avec vous, Nadia Kamal, puisque vous êtes une mutuelle, hein, Harmonie Mutuelle. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer, alors je crois que c'était dans les années 2020, 2018 peut-être, de souscrire dans les fonds d'investissement en santé numérique? Effectivement, on a lancé cette stratégie en fin 2018. On a souhaité en fait bien comprendre l'écosystème de la santé numérique, de la santé en général, de la santé numérique en particulier. Et nous avons commencé en fait à bien comprendre le système via des colloques comme celui-ci, via des partenariats, donc avec BPI Patients Autonomes, mais avec Coalition Next aussi. Et nous avons souscrit à date dans 14 fonds d'investissement sur 8 sociétés de gestion en santé numérique. Nous sommes donc dans BPI Patients Autonomes, donc Ludocare qui a été un sujet, on va dire, ardent ce matin, est financé par 2 de nos fonds d'investissement, par exemple. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte déjà de bien comprendre ce que l'on rembourse, parce qu'en tant que première mutuelle des entreprises en France, donc nous sommes une mutuelle principalement de salariés, et donc vous savez que tous les salariés doivent avoir une mutuelle maintenant, et donc savoir ce que l'on rembourse, comment on le rembourse, quel est le bénéfice pour nos adhérents quand ils sont patients, mais également au sein du groupe Vive, dans lequel est Harmonie Mutuelle, nous avons des établissements de soins sous la marque Vive 3. Et donc, nous effectuons des transferts de start-up, de solutions numériques, de ces start-up qui sont investis par les fonds
dans lesquels nous sommes souscripteurs pour l'organisation des soins, pour les patients, en fonction des sujets, pour le transport sanitaire, pour le matériel médical, pour l'organisation des SIAD, pour l'organisation d'un DMCO. Et nous intervenons de cette manière-là pour vraiment bien comprendre ce que l'on rembourse et que l'adhérent soit satisfait de nos actions. Est-ce que vous avez le sentiment que justement vous allez être de plus en plus amené à rembourser des thérapies géniques? Alors, des thérapies digitales, pas géniques, pardon. Amener l'une ou l'autre, de toute façon. Enfin, là, aujourd'hui, on parle plutôt de digital. C'est bien. On est sollicité tous les jours. Mais la règle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que ça soit déjà remboursé dans le droit commun. Et ensuite, on co-rembourse. On est bien le terme de complémentaire de remboursement. On ne va jamais rembourser en direct en thérapie digitale. Mais nous sommes très sollicités, effectivement, au regard des situations économiques actuelles. Est-ce que vous êtes sollicité par des entreprises en direct qui fabriquent du DM numérique à visée thérapeutique ou dans le domaine de la télésurveillance et qui souhaiteraient bien que vous les financiez sans passer par le remboursement traditionnel? Oui, on va revenir sur Joe alors. Et l'exemple de Ludocare, c'est quand Alexandra a pris la direction du Ludocare, on s'est rencontrés, je me rappelle, c'était au tout début. Et que n'existe peut-être même le terme, je ne sais pas, thérapie digitale, que ce soit sur des discussions réglementaires. Et je me rappelle très bien de cet échange qu'on a eu avec Alexandra. Je disais, mais il faut des données médico-économiques, il faut nous prouver que le petit patient va utiliser Joe et va induire une meilleure observance de ses médicaments et de ses traitements. Et donc, à partir de là, effectivement, Alexandra a fait un très beau parcours. Y a l'étude clinique dont les résultats vont être donnés très prochainement, si j'ai bien compris. Et tout ce travail-là, mais ça ne s'est pas fait en 1 an ni en 6 mois. C'était il y a peut-être 5-6 ans, cette discussion. Et donc, oui, on ne peut pas les aider en direct, mais en tout cas, on leur demande d'aller sur les données médico-économiques. Effectivement, mais les données de ce qui a été exprimé ce matin sur les données de vie réelle sont tout aussi vraiment importantes. Alors, on vient de parler des remboursements d'un dispositif médical numérique. Il y a différentes voies d'accès dérogatoires à ce remboursement. Je pose la question à Dorothée Camus. Finalement, au milieu de cette forêt, comment on s'y retrouve? Alors, j'adorerais vous donner une réponse là. Est-ce que vous avez un bon GPS? J'adorerais vous donner une réponse magique, mais malheureusement, ça ne va pas être possible. En tout cas, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'accès dérogatoire, et ça, tout le monde n'en a pas forcément conscience, n'existe que pour les solutions qui ont une finalité de prise en charge de droit commun. Donc, il faut avoir une case de droit commun dans laquelle on sait qu'on est éligible pour pouvoir prétendre à un accès dérogatoire. Ça a l'air bête quand je le dis, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Ensuite, l'accès dérogatoire, il n'est dédié qu'aux dispositifs innovants. Alors, la notion d'innovation, elle est très vaste et personne n'a encore réussi à vraiment donner une définition précise, consensuelle et partagée totalement de la notion d'innovation. Mais la Haute Autorité de Santé s'attache, avec les textes réglementaires qui ont été publiés, à regarder un certain nombre de critères de nouveautés, d'innovation de rupture, de diffusion précoce, etc., qui permettent de caractériser l'innovation. Et puis après, il faut s'interroger sur la maturité que l'on a au regard des données dont on dispose. On a bien vu depuis ce matin que la donnée, c'était du Graal, c'était de l'or en barre, et on comprend bien pourquoi. Eh bien, le choix de la voie dérogatoire dépendra aussi de j'en suis où dans ma collecte de données. Si je suis très en amont, c'est plutôt vers le forfait innovation que je vais me tourner, parce que le forfait innovation, il sert vraiment à définir un protocole d'études cliniques ou médico-économiques, et donc à collecter de la donnée. Si je suis déjà un peu plus en aval, donc plus proche du droit commun, j'ai déjà commencé mes données et puis je vais bientôt avoir les résultats, eh bien c'est plus vers une prise en charge transitoire, une prise en charge anticipée du numérique que je vais me tourner. Et puis, c'est pas fini, parce que sinon, il faut aussi s'interroger sur les fonctionnalités que je revendique pour ma solution numérique, pour mon dispositif médical numérique. En fonction des fonctionnalités, eh bien, des portes vont s'ouvrir, des portes vont se fermer. Je m'explique très rapidement. Si vous revendiquez une fonctionnalité thérapeutique ou de télésurveillance, alors la voie toute tracée, et que vous êtes dans un
un peu un aval en termes de données. La voie toute tracée, ça va être la prise en charge anticipée du numérique, la PCAN. En revanche, si vous revendiquez une fonctionnalité de compensation du handicap ou de diagnostic, la PCAN, ce n'est pas la peine, c'est interdit. Ce qui va vous être proposé, c'est une prise en charge transitoire. Si vous avez des fonctionnalités, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de réponse magique, à la fois diagnostic et thérapeutique, ou à la fois télésurveillance et thérapeutique, eh bien, vous allez devoir vous diriger vers les 2 voies d'accès dérogatoire. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces 2 voies d'accès dérogatoire, la PECT ou la PCAN, n'ont pas exactement la même durée, n'ont pas exactement les mêmes critères d'entrée, n'ont pas exactement le même modèle économique, loin s'en faut. Donc voilà, c'est un labyrinthe, mais les questions à se poser, c'est est-ce que je suis innovant ? Où est-ce que j'en suis dans ma maturité en termes de données et quelles sont les fonctionnalités que je revendique. Alors, Chara Louafi, quelles sont les entreprises qui viennent vers vous? Alors, des entreprises en santé numérique. Qui ont... Des grosses, des petites? Alors, des petites, des jeunes en fait, et qui en fait visent une valeur médicale certaine. Et donc, c'est vraiment la cible. Donc, maintenant, on voit bien la différence entre du numérique pur qui va apporter un service plutôt du type administratif, des choses comme ça. Nous, on est vraiment en fait dans la valeur médicale. Et alors, question importante, à quel moment du développement de son produit doit-elle se tourner vers vous? Dès le début ou au milieu? Alors, en termes de chemin, en général, il y a un cas d'usage. À partir de ce cas d'usage, la société développe un produit. Elle anticipe aussi son chemin réglementaire. Donc tout ce qui est marquage, tout ce qui est aussi la partie cybersécurité. Donc en général, nous en fait, ce qu'on vise, c'est financer en fait la partie réglementaire et études cliniques associées, parce que là il faut des capitaux. Mais il y a quand même besoin en fait d'avoir une preuve de marché, et donc il faut que la solution soit entre les mains des utilisateurs. Donc ça peut être dans le cadre en fait de preuves de concept où en fait un modèle économique assez clair, parce qu'aujourd'hui en fait surtout je parle pas de la prévention, je parle en fait vraiment de la santé numérique qui apporte de la productivité au monde du curatif dans son ensemble. Il y a une maturité de marché sur ces sujets-là, et donc en fait le modèle économique doit être connu des entrepreneurs. On n'est plus dans le brouillard total. Il y a des choses en fait qui s'anticipent et donc qui peuvent être financées, mais l'équipe managériale doit être au courant du chemin en fait qu'elle doit adresser et au vu de la compétition qui s'est développée en fait. On est en 2025. On est face à des sauts technologiques avec l'IA générative, et donc en fait des technologies peuvent être balayées, et donc il faut vraiment anticiper ces sujets-là. D'autant plus que l'aide que vous apportez, c'est sur plusieurs années. Alors justement, Exactement. Le chèque, il est de combien? Eh ben, excusez-moi, je suis très concret, mais... On n'est pas seul, pour des raisons en fait évidentes Le micro, vous le... évidentes de partage de risques, parce qu'en fait on finance le futur. Et donc du coup, la notion de risque est permanente. On ne fait que gérer du risque. On gère, on va dire, des atteintes de création de valeur, des objectifs de création de valeur, et en gestion de risque, mais permanente. En fait, en termes de compétences, en termes de chemin, d'évolution, on va dire, de compétition qui arrive comme ça alors que c'était pas prévu, de pression américaine et qui en fait perturbe justement la scalabilité des sociétés. Tout ça, en fait, l'investisseur est une vigie qui capte en fait les signaux faibles autour et qui sont inscrits. Ces signaux faibles en fait sont très spécifiques d'une conjoncture économique à un moment donné. C'est-à-dire notre manière en fait de fonctionner est très différente aujourd'hui qu'il y a 3 ans.
Et donc, du coup, on est inscrit dans la réalité et dans le futur. Et en fait, tous ces signaux-là, au travers de nos expériences, dans les sociétés qu'on suit en parallèle, on les partage avec l'entreprise. Et donc, du coup, le ticket va changer en fonction de ça. Parce que pour certains sujets, en fait, je donne un exemple. Par exemple, pression américaine, là, aujourd'hui, il faut aller très vite parce qu'on ne sait pas. L'espace américain est quand même un marché de création de valeur. Mais pour certains sujets, on ne sait pas en fait si ça va être que européen ou quand même il faudra tester les États-Unis. Et si on doit tester les États-Unis, c'est maintenant et pas dans 2 ans. Parce que 2 ans, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Rapprochement de société pour aller très très vite. Et donc, le ticket ne sera pas le même. Vous voyez ? En fait, on s'adapte à ces sujets-là. Donc, on peut dire de manière théorique, c'est entre 500 000 et 5 millions par fonds. Donc, on va dire, dans une syndication, évidemment, c'est partagé parce qu'il y a un suivi sur le long cours. Mais les enjeux sont tellement différents, en fait, en fonction de la conjoncture économique. Et donc, du coup, l'investisseur doit s'adapter. Il n'a pas du tout... un investisseur, en fait, qui a une pratique qui est figée, il est déjà dépassé. Et je crois que c'est à peu près une dizaine d'entreprises que vous suivez. Exactement. On a investi dans 11 sociétés et du coup, voilà, c'est de la statistique au bout d'un moment. Ce n'est jamais un pari au moment où on investit, mais après, c'est de la statistique. Alors, il y a une chose qui doit vous intéresser, je vais me tourner vers Marie Pirotet, c'est finalement quand une solution existe, est-ce qu'elle permet de faire des économies ? Parce que vous dites, tiens, si ça permet de faire des économies, c'est que j'ai bien investi dans la solution. Est-ce que l'on peut chiffrer justement les économies qui pourraient être faites grâce à cette prédiction des exacerbations, donc à la prévention ? Alors, malheureusement, il y a des études en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres très très précis. Par contre, je peux quand même préciser que le coût de la BPCO en France, c'est 3,5 milliards d'euros par an, plus de 40 millions en Europe. Et uniquement les hospitalisations de ces patients, c'est 1 milliard d'euros par an en France. Donc, on imagine aisément que diminuer de 20% l'hospitalisation, ça fait 200 millions. Et donc, les calculs sont vite faits. C'est des choses qu'on est en train d'évaluer. Mais au-delà du coût, et là, désolé de sortir un peu du sujet, mais il y a quand même la santé du patient, puisque l'intérêt de prédire les exacerbations, évidemment, c'est un enjeu de santé publique économique, mais aussi on mesure qu'il y a 26% de mortalité seulement 1 an après la première exacerbation sévère. Et donc, c'est bien sur ce point-là qu'on souhaite également agir pour améliorer la qualité de vie du patient, éviter ses dégradations et, si possible, sa durée de vie. Donc, vous avez pu mesurer les effets de la prévention. Alors oui, et puis là, je suis ravie d'avoir dans la salle, on a fait des études, donc la première qui s'appelle IMEUSE, et dont nous avons aujourd'hui Dr Jean-Claude Cornu, qui est l'investigateur principal, qui nous a permis, parce qu'on a parlé beaucoup de preuves tout à l'heure, donc on a vraiment besoin de données. Donc cette première étude nous a permis de démontrer la performance de notre score prédictif. Donc nous, on sait aujourd'hui qu'on peut prédire dans 86% des cas, en moyenne 4 jours et demi avant, avec un taux de faux positif de 10%. Donc ça, c'est la première étape. On a une deuxième étude clinique en cours qui est soutenue par BPI France, justement, qui s'appelle Austral. Donc la première était rétrospective. Là, on est sur une étude prospective, qui est une étude contrôlée, randomisée, multicentrique sur 15 centres. Et on va pouvoir vraiment mesurer le nombre de jours d'hospitalisation qu'on économise et qu'on fait éviter aux patients grâce au prédictif. Et enfin, on l'a déjà évoqué plusieurs fois ce matin, mais on a aussi postulé au challenge prévention de l'AIS avec le projet Prédicare, où là, c'est l'étape encore suivante, où c'est une évaluation en vie réelle. Donc, vous voyez qu'on nous demande des preuves. Alors, donc, il y a les premières preuves qui sont les études cliniques pour être déjà dispositif médical. Après, il faut mesurer les performances, l'impact et l'évaluation en vie réelle. Donc, c'est des temps qui sont excessivement longs. Justement, je me tourne vers vous, le SNITEM à votre fenêtre. On n'est pas à la HAS, là, on est bien avec le SNITEM. Selon vous, quel problème spécifique pose aujourd'hui l'évaluation des dispositifs médicaux numériques ? Alors, vous avez combien de temps ? Un certain temps. Non, mais en fait, les difficultés tiennent aux spécificités du secteur des dispositifs médicaux. En fait,
on a des technologies de santé qui ont un cycle de vie qui est relativement court, avec des innovations incrémentales ou pas forcément incrémentales, très rapides encore plus dans le numérique. On a des produits qui sont très utilisateurs dépendants. Donc l'efficacité, le potentiel dépend de l'utilisateur, qu'il soit médecin ou patient ou aidant. On a des effectifs qui sont parfois réduits. Et puis, on a des produits de santé qui, souvent, on l'a beaucoup dit ce matin, ont un impact organisationnel. L'impact organisationnel, c'est vraiment compliqué à démontrer. Tout ça, ensemble, c'est des caractéristiques propres à n'importe quel type de dispositif médical qui rendent très difficile la preuve parce qu'on a des effectifs réduits et des modalités d'utilisation qui sont compliquées à suivre. Et quand on touche au numérique, eh bien, en fait, on est en réalité augmentée par rapport à ces difficultés-là. Le numérique, eh bien, c'est de la réalité augmentée par rapport à toutes ces difficultés. Et donc, nous, ce qu'on appelle au SNITEM, c'est que la Haute Autorité de Santé, elle adapte sa façon d'évaluer à ces spécificités du dispositif médical en général et en particulier du dispositif médical numérique. Je ne suis pas complètement certaine que ce soit le cas encore aujourd'hui. D'autant plus que si je comprends bien, quand vous demandez l'évaluation d'un dispositif médical numérique, c'est avec, on va dire, pour faire simple, un logiciel L0, mais les logiciels, ils évoluent très vite, donc peut-être que l'évaluation va se faire sur le L0, alors que vous en êtes déjà à la V5 ou V6. C'est exactement une des problématiques que j'évoquais sur l'innovation incrémentale et le cycle de vie qui est rapide, exactement. Et ça, c'est très compliqué à prendre en compte. Corinne Collignon, ce matin, insistait beaucoup sur l'importance d'avoir une donnée de qualité avec des évaluations pour que la CNEDIMS, elle puisse rendre des avis. Okay. On est complètement d'accord avec ça. Mais il faut ouvrir ses chakras aussi. Je pense que s'il y a peut-être une montée en charge de la part des entreprises qui ont besoin aussi de se consolider sur cette connaissance et cette compétence d'évaluation, je pense qu'il faut aussi que la marche soit gravie par la Haute Autorité de Santé, par les experts de la CNEDIMS pour inventer de nouvelles manières d'évaluer. C'est ce que j'ai dit quand je suis intervenue ce matin sur notamment le critère d'adoption dans le numérique. Je pense que c'est peut-être une piste. Puis sur la télésurveillance en particulier, je voudrais quand même redire un petit peu ce qu'Armelle Gracier a évoqué ce matin, qui est un vrai problème, qui est qu'il est écrit dans les textes aujourd'hui qu'une solution de télésurveillance qui demande une inscription, elle doit se comparer au dernier inscrit. Alors, ça, intellectuellement, je veux dire, c'est du bon sens. On a tous envie de dire, bah oui, moi, j'ai un produit de santé, j'ai envie qu'on me dise s'il est mieux que ce qui existe déjà. En pratique, quand on démarre une étude, c'est sur un temps quand même pas immédiat, sur un temps long. Donc, quand on démarre une étude, c'est dans des conditions X. Et puis, quand on arrive à la fin de l'étude, ces conditions ont forcément changé. Les concurrents sont arrivés potentiellement. Et là, bien, quand c'est le cas, la Haute Autorité de Santé dit, vous vous êtes comparé aux concurrents qui existaient au temps X. Maintenant, on est à X plus 2. Ah bah oui, mais il y a un autre concurrent qui est arrivé, vous n'êtes pas comparé, donc c'est niette. C'est ingérable, en fait, en pratique. C'est absolument ingérable. Et on en arrive à une situation où on a 50% des dossiers de télésurveillance qui sont recalés et 100% des DTX aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. Et ça, c'est un vrai facteur d'inquiétude. Il y a une autre question qui se pose, et je me tournerai d'ailleurs vers vous, les financeurs aussi. Ça prend du temps d'évaluer, et souvent, c'est des startups qui sont assez fragiles, qui n'ont pas beaucoup de temps. Est-ce que là aussi, la question du temps est importante ? La question de l'accès au marché est fondamentale. Alors, nous, on a des statistiques, on suit ça au SNITEM. Alors, je n'ai pas calibré start-up, pas start-up, mais le délai d'accès au marché en 2023, c'était 250 jours à peu près. À partir du moment où vous déposez votre dossier de demande d'inscription, jusqu'au moment où vous avez votre JO d'inscription, si tant est que vous en ayez un, bien sûr. C'est 250 jours. Bon, le temps réglementaire, c'est 180. Donc, ça, c'est à prendre en compte. C'est des indicateurs qu'on a. Donc, quelque part, une start-up, pour qui c'est un paramètre vraiment important, elle connaît cette contrainte-là, donc elle peut l'intégrer dans son plan, son modèle économique. Et puis, il y a des choses qu'elle peut faire. Elle peut demander une rencontre précoce à la HAS pour bien calibrer son étude, pour avoir plus de chances de succès. Un rendez-vous pré-dépôt, avant le dépôt du dossier, pour s'assurer que le dossier il tient la route, vérifier bien toutes les pièces administratives pour ne pas avoir trop de suspension de délai. Voilà, il y a des petits leviers qu'on peut, mais c'est un point très, très important. Alors, Marie Perrottet, je crois que la partie prédictive de votre solution n'est pas remboursée, vous me confirmez ?
alors que vous travaillez dessus depuis 8 ans. Je dirais, comment vous faites? Vous avez les reins solides? Vous avez des bons financeurs? Alors, Comment vous vivez? les reins solides, ça non, clairement pas. On est dans le schéma classique d'une start-up, mais c'est-à-dire qu'on a des investisseurs qui sont arrivés très tôt pour financer justement tout le développement de la solution technique, le passage réglementaire. Après, on est quand même en France où on a aussi un écosystème qui est assez favorable à l'innovation et en santé. Yann-Maël Ledouarin en a parlé tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'appels à projets, etc., qui financent en partie. Et là, nous, l'étude Austral est lauréat d'un dispositif. Donc, voilà, on a pas mal d'aides dans ce sens-là. Heureusement, on fait un peu de chiffre d'affaires quand même si aujourd'hui, ça ne nous permet pas de vivre. Donc, on en fait on est inscrit sur la ligne générique du remboursement pour la télésurveillance des patients qui sont sous ventilation non invasive. On a évoqué la file active tout à l'heure, donc vous voyez que ce n'est pas ça qui va nous permettre de vivre. Et on fait aussi, on a un chiffre d'affaires en B2B. On propose notre solution à d'autres plateformes qui peuvent intégrer la télésurveillance des signes vitaux et du score prédictif, ou des hôpitaux, puisque à l'international, entre autres, il peut y avoir des incitations pour les hôpitaux à éviter que les patients soient réadmis dans les semaines qui viennent. Donc un patient, s'il revient dans le mois suivant, il n'est pas remboursé à la même hauteur et donc il a intérêt à mieux suivre son patient à le retour à domicile. Et donc là, on a quelques ventes en Irlande, en Suisse et en Espagne qui nous permettent de vivre un petit peu en attendant le remboursement du prédictif. Mais comme vous avez vu, il faudra à minima les résultats d'Austral pour le prédictif. Donc ce sera pas avant 2027. Voilà. Bon, le remboursement, Pas 10 ans, c'est 10 ans. On vient de le voir, le remboursement, donc, c'est suspendu à des études cliniques, à des études médico-économiques. Finalement, c'est pas très bon pour les fonds d'investissement parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, même si vous dites que ce n'est pas un pari. Et je me tourne vers toutes les deux, j'aimerais que vous me répondiez à ça. Alors, en fait, nous, comment est-ce qu'on voit le remboursement? D'abord, c'est une barrière à l'entrée. Parce qu'on peut avoir en fait des solutions qui technologiquement ne sont pas, on va dire, vraiment, on va dire, il y a peut-être une technologie qui est faible, mais un usage en fait qui est tellement fort. Et du coup, la barrière à l'entrée sera en fait toute la valeur médicale, donc les essais cliniques, et le Graal, c'est le remboursement, évidemment. Et en fait, l'enjeu de l'investissement en capital, c'est d'éviter le comparateur. Donc, faire en sorte qu'on ne puisse pas se comparer à quelqu'un. Donc, en fait, on est dans un mélange de numérique et de santé. Il y a des temps longs et des temps courts. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une prime au premier. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'être le premier. Donc, choisir le bon. Oui, alors, on pense toujours au démarrage, en fait, qu'on a choisi le bon, jusqu'au jour où on se prend le mur. Mais en fait, c'est pour ça qu'en fait, l'évaluation doit être... il faut être 100% convaincu que c'est le bon, sinon il y a un problème. Parce que le chemin est tellement, on va dire, tortueux qu'il ne faut pas se dire, en fait, qu'on regrette. C'est pas possible. C'est un métier, en fait, quand on prend une décision, on a pris la décision. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, c'est pour ça que la prise de décision de démarrage, elle est très, très importante. Et du coup, on ne se pose pas de questions. On revient toujours aux fondamentaux du pourquoi on a fait l'investissement, même dans on va dire, des grands moments, on va dire, de solitude. Mais on va jusqu'au bout. Et c'est pour ça, en fait, que l'équipe d'investissement, de direction est majeure. C'est sur elle que repose, en fait, toute la confiance. Nadia Kamal, peut-être sur ce même sujet. Sur ce même sujet, il y a plusieurs points. Il y a un premier point, nous, on est souscripteurs dans des fonds d'investissement et on a un regard totalement identique d'un fonds d'investissement vers une start-up. C'est-à-dire que nous, on dérisque le maximum. C'est-à-dire qu'on va vers un fonds, on met de l'argent dans un fonds pour qu'il investisse dans des entreprises, mais on veut vérifier qu'il ait dérisqué tous ces investissements. Exactement ce que disait Chara. Mais il y a un deuxième point aussi sur lequel j'aimerais revenir sur
ce problème, ce souci, ce problème de financement. Et un problème, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent qu'avant hein, sur la place, hein, sur le plan institutionnel, sur le plan étatique, sur le plan des privés. Donc ça, il faut en être bien conscient. Il y a des objectifs de durabilité, ça il ne faut vraiment pas l'oublier, surtout nous en tant que mutuelle, entreprise mutuelle à mission, on a des règles ESG qui sont importantes et qu'il faut vraiment que les fonds d'investissement respectent et donc que les entreprises des portefeuilles respectent, donc ça c'est un point important. Et il y a un troisième point qui est connexe à celui-ci, c'est sachant qu'il y a de moins en moins d'argent partout, dans toutes les caisses, privées, publiques, il faut aussi que chacun d'entre nous, ici présents et ailleurs, et sur le plan collectif, qu'on soit conscient de la chance que l'on a du curatif en France. Et qu'il faut qu'on réfléchisse à d'autres points. Et dans ce cadre-là, et ce n'est pas pour mettre en avant Harmonie Mutuelle, mais on a eu la chance que la directrice générale lance un mouvement qui s'appelle Éco-Santé, qui permet d'induire 3 choses. Agir plus vite, agir plus tôt et agir autrement. Et dans ce cadre-là, ça résume bien le fait qu'on doit être responsable de sa santé et pas aller voir 10 médecins pour la même chose, d'être vigilant sur utiliser mon espace santé pour pas qu'il y ait 10 analyses identiques à 2 semaines d'écart, qu'on puisse avoir accès plus facilement à un rendez-vous médical en respectant ces règles-là, mais également que les réseaux et les parcours de soins soient faits au mieux. Et ça, il faut qu'on en soit bien conscient, parce qu'à un moment, on ne pourra plus payer le curatif. Et il faut que tout le monde, face aux différents âges qui sont demandés, les dépistages obligatoires qui nous sont totalement pris en charge et remboursés. Le taux de dépistage aujourd'hui est catastrophique en France. Il est à 53% pour la mammographie, à 70% pour le cancer du col de l'utérus et à moins de, je crois, de 30% pour le cancer colorectal. Donc on est trop mauvais. Et donc, il faut que tout le monde puisse agir sur ce préventif pour que le curatif puisse avancer et avoir les financements nécessaires. Chara Louafi, on est là aussi pour donner des trucs, hein, si j'ose dire. Donc, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une entreprise pour que son dossier de financement ait la meilleure chance d'aboutir? Alors, en fait, c'est... J'ai bien compris, être original. Ça, c'est important. Être le premier. Il y a en fait bien connaître la compétition. Et mettre en valeur en fait son avantage compétitif. Je pense que c'est un point crucial pour nous. Il y a plein de choses en fait qui peuvent être à construire, et c'est bien pour ça en fait que le fonds est là pour financer. Mais ça c'est l'élément de base. Et comment on va dire la solution va être entre le chemin en fait d'accès aux utilisateurs. Comment en fait ils pensent accéder à un patient ou à un médecin, c'est quel chemin. Ensuite, il y a un autre élément en fait qui a été évoqué tout à l'heure dans la table ronde sur en termes de terrain d'expérimentation. Bien connaître ses clients futurs et savoir en fait si la solution seule sera viable. Des fois en fait c'est ce que disait exactement la personne, en fait c'est peine perdue parce que c'est un bout du besoin qui sera satisfait, et donc il y aura pas, ça va pas déclencher on va dire une facturation XY, c'est pas possible. Donc c'est bien connaître son client, sa proposition de valeur et son besoin qui a changé aujourd'hui, et donc comment s'intégrer dans ce besoin et in fine en fait entre les mains des patients, donc ou des citoyens pas encore malades dans le cadre de la prévention. Tout ce chemin-là doit être anticipé, et évidemment l'avantage compétitif est le socle de cette expansion. Pour donner une idée, vous rejetez beaucoup de projets? Oui, ça fait partie de la vie. On en rejette à peu près 4%, qui est un chiffre en fait que l'on retrouve à chaque fois dans les statistiques. Vous n'en rejetez pas 4%, vous en financez. On en finance 4%. Ah oui, j'étais surpris. Là, je dis, vous rejetez que 4%, on y va. Ouais. Voilà, 4% des dossiers étudiés sont retenus simplement. C'est exactement. Est-ce que ça se passe pareil partout dans le monde, le financement? La question, je la pose aussi bien à l'entreprise qui est là, qu'au SNITEM ou aux financeurs, ou est-ce qu'on a des spécificités françaises?
Alors, on est système de santé par système de santé. En santé numérique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, il va y avoir en fait un chemin d'accès au marché qui est spécifique du système de santé ciblé. Ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un espèce de backbone qui va être commun au système de santé, puisqu'on parle de scalabilité. Et des fois, le marché français n'est pas le premier marché financé. Donc du coup, il y a une partie qui est spécifique au marché et qui est très valeur médicale, hein, et une spécifique en fait qui est beaucoup plus souple, qui est système de santé mondiaux. D'où en fait le fait qu'il peut y avoir autour de la table des fonds tech et santé pour certains sujets, parce que justement, on va s'appuyer sur ce socle un peu générique pour rechercher les scalabilités ailleurs. Qui souhaite répondre à la question? Oui. Marie Pirot. Dans les solutions de télésurveillance, il existe des codes aussi aux États-Unis qui prennent en charge la télésurveillance, qui est un format un peu différent de celui de la France, mais qui sont d'ailleurs supérieurs à celui français. Donc il y a des systèmes équivalents. Et on a cette spécificité en France. Alors moi, évidemment, je cible les patients BPCO. Donc c'est des patients qui sont souvent en ALD, donc qui ont la chance en France d'être pris en charge à 100%. Et donc il y a peu d'intérêt des mutuelles financiers, du moins sur ces patients-là. Ce qui n'est pas forcément le cas à l'étranger, où en fait, justement, les assurances privées complémentaires ont peut-être un intérêt sur ces pathologies chroniques un peu supérieur aussi à ce qu'on peut avoir en France. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je sais qu'on arrive à la fin, donc allez-y. S'il y a des questions rentrées, c'est le moment. Après, je ne me tournerai plus du tout vers vous. Ou alors, vous êtes totalement anesthésié. Pas de questions, ou affamé peut-être, oui. Pas de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des sujets rentrés que je n'aurais pas abordés, que vous allez repartir à la table? Alors, je voulais absolument dire ça, je n'ai pas réussi à le dire. Non, Nadia, Chalra, non? Non, juste, il faut continuer à y croire, en fait. Je pense que c'est... Parce qu'on a quand même beaucoup parlé des obstacles, des difficultés, des 96% de rejet de BPI France. Mais en fait, il faut continuer à y croire. Je pense qu'on a beaucoup de chance en France. On a beaucoup d'entreprises hyper innovantes. On a quand même un système de santé qui est... qui est innovant aussi et qui essaie de faire au mieux. Donc, faut y aller. Voilà. Bon, c'est une grande banalité que je dis, mais voilà, je vais rester banale aussi, mais effectivement, on a parlé des chiffres où le respiratoire est un peu en retard par rapport aux autres pathologies. Je crois vraiment qu'il faut y aller. Il faut que les pneumologues et que tout le monde s'y mette dans tous les parcours. Et que si on veut justement continuer à apporter de l'innovation auprès des patients, il faut que tout ça se développe, parce que là, on a la chance d'avoir un modèle de prise en charge. Utilisons-le pour pouvoir continuer à innover et améliorer la santé des patients. C'est quand même ça un peu le message, quoi. Enfin, je pense. Bon, allez-y. Et nous, sans innovation, on est au chômage. On arrête le job. Hein. Je redis ce que j'ai dit, il faut être responsable de sa santé aussi. Voilà. Pour pouvoir financer cette innovation, il faut qu'on soit responsable en amont. Vous m'avez... Alors, merci. Je vous remercie toutes les quatre. J'étais très content. En plus, une table ronde féminine, comme ça, j'adore. Bon, c'est tout, terminé, j'ai rien dit d'autre. Vous m'avez donné, Marie Pirotet, vraiment le lien pour la suite, parce que je vais demander à